France Info. « 21h, 22h, tout est politique. Jean-Mathieu Pernin. » Et oui, tout est politique ce soir, c'est la même voix et le même physique avec les informés. Il y a exactement 3 minutes en fait, même s'il y a une prochaine réforme de l'audiovisuel. Pas de panique, il ne s'agit pas de compression de personnel. Jean-François Aquili a juste rejoint une destination insulaire le temps d'un week-end. Et donc ce soir, tout est politique. On va parler de changement de nom à la droite de la droite. Gérard Collomb, petit problème de vocabulaire. On parlera également économie publique, c'est à voir. L'Europe, il serait temps de souffler. Et pour en parler ce soir, dans Tout est politique, nous recevons Laetitia Avia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de Paris, porte-parole de La République En Marche, également Constance Le Grip, bonsoir. Bonsoir. Députée Les Républicains des Hauts-de-Seine, Damien Lempereur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué national et porte-parole de Debout la France, et Mathilde Panot, bonsoir. Bonsoir. Députée La France Insoumise du Val-de-Marne. Tout est politique à suivre également sur franceinfo.fr, sur le canal 27 de la TNT, et vos réactions bien sûr avec le hashtag TEP. Le 5 octobre 1972 est créé le Front National. Le 1er juin 2018, il devient le Rassemblement National. Entre ces deux dates, des percées électorales, des scandales, des drames familiaux, des dérapages, des jeux de mots douteux, des condamnations, des élus et 11 millions de voix au second tour de la dernière présidentielle. Réunis aujourd'hui en Conseil national, le changement de nom est acté, mais passer d'un front à un rassemblement, cela va-t-il changer quelque chose? Étonnant qu'un parti si attaché à l'identité ait du mal à trouver la sienne, mais c'est un nouveau départ, selon la présidente du Rassemblement National, donc Marine Le Pen. Ce rassemblement s'impose pas seulement pour des raisons électorales, quoique ce serait là, après tout, un motif suffisant, mais parce que dans la tourmente que vit notre pays, la demande d'unité nationale correspond à une aspiration profonde et parle au cœur de tous les Français. Près de 53% de nos adhérents ont participé à ce scrutin, et qu'à la question « Voulez-vous que le Front National prenne le nom de Rassemblement National ?», la réponse a été « oui » à 80,81%. Voilà, donc Marine Le Pen en fin d'après-midi à Lyon. Constance Le Grip, est-ce que ça change quelque chose, ce nom? On passe d'un front au rassemblement. Est-ce que vous voulez que je vous confie vraiment le fond de ma pensée et que je sois honnête? Je me fiche un peu de ces évolutions sémantiques. Parce que vous-même, très franchement. Pourquoi je vous pose la question aussi à vous? C'est parce que vous êtes aussi habitué des changements de nom. Est-ce que ça change quelque chose, un changement de nom? La droite, il y a eu le RPR, il y a eu l'UMP, les Républicains. Est-ce que vous avez vu un changement vous-même? Alors, il s'agissait pour nous, à chaque fois, de marquer une étape dans l'évolution, une étape de conquête, une étape de reconquête, d'envoyer des messages, effectivement. Donc, s'agissant du changement du mot UMP vers le mot les Républicains, ça a participé d'une véritable volonté d'affirmer haut et fort les valeurs de la République. Mais très franchement, les changements de dénomination d'une formation qui m'est totalement étrangère et avec laquelle je n'ai personnellement rien à faire, me laissent, somme toute, assez indifférente. Alors, une chose tout de même, Constance Le Grip, il y a le mot rassemblement dedans. Ça vous intéresse toujours pas? Au niveau national, les Républicains? Cette formation politique-là? Ah non, pas du tout. Parce qu'au niveau local, ni on moi, sent qu'il y a ni quelques personne porosités. Au sein de l'équipe dirigeante du Parti, il n'y a absolument aucune porosité. Non, les choses sont local, très claires. Il n'y a pas de porosité du tout. Au niveau local, dans les 36 000 communes de France, je serais bien en peine, et vous certainement tout en tant que moi, de dire exactement ce qui se passe dans le tréfonds des consciences des uns et des autres. Mais au sein de la famille politique Les Républicains, chez les parlementaires, dans l'équipe dirigeante, chez les porte-paroles, les choses sont très très claires. Il n'y a absolument aucune velléité de quelque alliance, de quelque nature que ce soit, avec ce parti d'extrême droite. Alors, justement, il y a peut-être une alliance, alors parce qu'on vous l'a proposé à vous, Damien Lempereur, vous êtes délégué national, porte-parole de Debout la France. Hier, Marine Le Pen a fait une offre pour Nicolas Dupont-Aignan, notamment pour les européennes. Est-ce que ça vous intéresse, ce rassemblement? C'est intéressant que Madame Le Grip, effectivement, refuse tout rassemblement. C'est instructif. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs, d'adhérents, de militants et de sympathisants, les Républicains, Madame le député, qui, eux, veulent ce rassemblement. Madame la députée. Et il est clair qu'il y a un décalage qui est très bien incarné, là, entre les représentants des Républicains et la base électorale. Et nous, vous avez raison, à Debout la France, on voit cette base électorale qui veut ce rassemblement. Mais vous avez refusé à Debout la France, vous avez refusé l'alliance. À Debout la France, chez les Républicains. C'est pour ça qu'on a des ralliements des Républicains. Et effectivement, nombreux sympathisants
y compris élus locaux qui viennent du Front National. Pour autant, sur l'alliance proposée par Marine Le Pen, il est évident que ce grand rassemblement que d'où effectivement on appelle de nos vœux, qu'on ne décline pas, c'est pas un tête-à-tête avec le Front National qui ne serait pas du tout à la hauteur de l'enjeu. L'enjeu, c'est un rassemblement de tous les patriotes pour enfin reprendre le pouvoir et sauver notre pays. Oui, mais justement, vous pourriez commencer. Eh ben non, mais nous, on a commencé précisément. Nicolas Dupont-Aignan a fait Les Amoureux de la France, cette plateforme qui travaille notamment avec des gens des Républicains, le Parti chrétien-démocrate, aussi le CNI, des gens qui sont venus du Front National. Nous commençons ce rassemblement. Monsieur Wauquiez ne gagnera pas seul. Marine Le Pen ne gagnera pas seule, donc il faudra ce rassemblement. Et Dupont-Aignan a lancé cette initiative qui, je pense, va de plus en plus trouver prise au sein de la classe politique française. Oui, quand je vous regardez, monsieur l'empereur, très bizarrement. Oui, bizarrement non, mais de manière étonnée, avec des formules à l'emporte-pièce. Monsieur Laurent Wauquiez ne gagnera pas tout seul, etc. On regarde les choses étape par étape. Qu'il y ait peut-être chez nos compatriotes des envies de voir gagner. Effectivement un certain nombre d'idées progresser, c'est une chose. Oui. Mais là, on était en train de répondre à une question sur les alliances d'appareils. Est-ce que le parti qui s'appelle maintenant, semblerait-il, officiellement le Rassemblement national, a vocation à devenir l'allié de la formation politique à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir? La réponse est non, tout simplement. Les alliances d'appareils ne servent à rien et ne sont absolument pas notre tasse de thé. On va parler de ça, mais Mathilde Panot, quand vous entendez ça, c'est un parti tout de même, le Front National, maintenant Rassemblement National, qui a fait 11 millions de voix au second tour de la présidentielle. Donc c'est important. Et que nous combattons extrêmement fortement. Je tiens à faire un petit rappel historique quand même, parce que c'est intéressant de voir qu'ils ont choisi ce nom-là, qui était le nom d'un ancien parti collabo, qui avait notamment été créé par le ministre du Travail sous Vichy. Et donc, on voit là bien des choses qui se disent. Et non, le Front National n'est pas un parti normal. Et je tiens à dire que la France insoumise, en allant dans les quartiers populaires et en faisant de l'accès aux droits sociaux et en disant il y a une égalité de droits civiques et sociaux, eh ben, nous sommes ceux qui avons fait reculer le Front National dans les quartiers. Et ce n'est pas en disant boubou, ils sont méchants que nous avons fait, mais en disant nous avons une égalité de droits dans notre pays. Et c'est comme ça qu'on fait reculer le Front National. Et ce n'est certainement pas en disant je serai content, comme a dit Nicolas Dupont-Aignan, d'être le Premier ministre de Marine. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-Mathieu Pernin. Et dans Tout est politique, nous parlons de l'actualité justement politique de la soirée. C'est ce changement de nom du Front National en Rassemblement National, élargir les alliances. Laetitia Avia, vous êtes porte-parole de La République En Marche, députée de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ça? Parce que donc Emmanuel Macron a affronté Marine Le Pen donc au second tour. Elle a fait le plus gros score jamais fait par le Front National à la présidentielle, 11 millions de voix. Pour vous, est-ce que ce rassemblement est quelque chose de possible avec d'autres partis? Ce changement de nom, on voit très bien que c'est une tentative d'édulcorer les choses, mais on va pas se leurrer. Sébastien Chenu, qui est le porte-parole du Front National ou nouveau Rassemblement National, lui-même dit que c'était un changement dans la continuité. On connaît bien l'historique de ce nom également. C'est retour vers le futur. C'est rien de plus que cela. Et surtout rien de moins, puisqu'on essaye aujourd'hui d'atténuer un peu ce phénomène. Ensuite, des discussions que j'entends depuis tout à l'heure, en ce qui concerne aussi bien les Républicains, que Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, il a déjà pris un certain nombre de décisions lors de la présidentielle. On a bien vu qu'il était capable de renier un certain nombre d'idées aussi pour un poste de Premier ministre. Donc on voit très bien que les choses sont possibles. Ensuite, en ce qui concerne les Républicains, on a bien conscience du fait que oui, il ne s'agit pas d'une possibilité d'un ralliement en ce qui concerne les élus, mais oui, d'aller séduire l'électorat du Front National, ce qui, pour moi, est encore pire. Alors, et je voudrais juste rajouter un dernier point. Ce que je voudrais tout de même, c'est-à-dire s'adresser à tout le peuple pour convaincre le peuple, mais pas pour le séduire, c'est autre chose. Je voudrais peut-être juste rappeler un dernier petit élément tout de même, c'est que ce qui a quand même démontré l'incapacité de Marine Le Pen à exercer les fonctions présidentielles, c'était tout de même le débat de l'entre-deux tours, et c'est cela qui a vraiment changé la donne l'année dernière. Alors Damien Lempereur.
Non, juste, on a bien sûr, nous, rien renié au moment du deuxième tour, puisqu'on a au contraire fait amender le projet de Marine Le Pen sur 5 points pour le rendre un peu plus humaniste. Et il est vrai, Madame Avia, que nous avons soutenu le candidat opposé à Emmanuel Macron. Et moi, je suis très à l'aise, notamment par rapport aux Républicains. Nous avons fait le choix de voter contre le président Emmanuel Macron. Et nous sommes aujourd'hui, finalement, clairement à Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan dans l'opposition. Pour autant, sur le non, ce rassemblement que nous, effectivement, on appelle de nos voeux, c'est pas simplement le non. C'est trop facile de mettre un non et de dire ce qu'il faut, c'est la réalité. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que, par exemple, vous alliez, clairement, aujourd'hui, vous associez avec le Front National? Aujourd'hui, ça serait quoi? Aujourd'hui, les gens qui nous rejoignent à Debout la France, qui se rassemblent avec nous, finalement, le font parce qu'ils pensent que Nicolas Dupont-Aignan est en mesure peut-être d'incarner une certaine forme de rassemblement et qu'il est finalement à un bon équilibre entre le Front National et les Républicains. Donc là, vous me parlez davantage de leadership que d'idées, en fait. Mais en politique, vous savez, et d'ailleurs Emmanuel Macron, le président de la République, l'a fait dans son camp, il a réussi à avoir ce leadership et à rassembler autour de lui des gens différents. Nous, ce qu'on essaye de faire, et ce qu'il faut faire, c'est rassembler des gens qui aiment la France autour d'un leader pour enfin gagner. Sinon, on aura encore Emmanuel Macron la prochaine fois pendant 5 ans. Et ça, c'est pas bon pour le pays, à notre avis. Mathilde Panot. Première chose, je voudrais dire à Madame Avia que le terme séduire pour parler des électeurs du Front National est extrêmement méprisant pour l'intelligence des gens. Les gens sont intelligents, nous essayons de convaincre en politique, et donc on ne séduit pas des gens ou on achète des gens n'importe quoi, on essaye de convaincre. Et donc il n'y a pas de stratégie de séduction, il y a des stratégies de conviction avec des argumentaires. Ensuite, la deuxième chose, c'est que dans votre gouvernement, vous avez quand même Gérard Collomb, vous avez dans votre majorité Manuel Valls, qui sont des gens qui ont contribué à faire monter le Front National, notamment avec des propos qui sont complètement indignes et qui contribuent à faire une porosité de « allons-y, nous pouvons dire des choses qui sont d'extrême droite » et qui contribuent. Ah oui, alors oui, on peut en parler des propos d'extrême droite. Est-ce que vous parlez, par exemple, des derniers propos de Gérard Collomb? Par exemple, mais il y en a d'autres. C'est merveilleux parce que la magie de la radio et de la télévision nous fera dire que, comme on dit chez les Guignols. Exactement, bravo. Mais justement, on va parler des Guignols de l'info, vous verrez tout à l'heure. Eh bien, on va en parler non, mais Gérard Collomb, mais justement, les mots qu'il a prononcés lors d'une audition, donc au Sénat, c'était mercredi dernier, à propos de la loi, asile et immigration. Et voilà en quels termes il s'est exprimé à propos finalement d'un choix que feraient certains migrants par rapport à une destination d'exil. On écoute Gérard Collomb. Les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l'Europe. Et voyez par exemple que telle nationalité, que là encore je ne citerai pas, elle se dirige plutôt sur tel pays, non pas parce qu'elle est plus francophile, mais tout simplement parce qu'elle juge que là, c'est plus facile. Voilà, Gérard Collomb, donc mercredi au Sénat, Laetitia Avia. Benchmarking comme le fait d'un ministre des Affaires européennes qui disait shopping à propos des destinations. Est-ce que même en dehors du fond, le mot quand même est mal trouvé? Je sais qu'on est dans la Startup Nation, mais tout de même ça paraît quand même assez étonnant de dire benchmarking quand on parle de migrants. Le mot est maladroit, je vais pas vous dire le contraire, mais je pense qu'il faut aussi se poser la question autrement. Est-ce que lorsque l'on quitte un théâtre de guerre, lorsque l'on quitte une situation aussi difficile, est-ce que on réfléchit à l'endroit où on va pouvoir le mieux s'intégrer, ou à l'endroit où on va pouvoir être le mieux accueilli? Est-ce qu'on se dirige vers des pays où un certain populisme est monté sur front de rejet justement des migrations? Non. C'est pas ce que dit Gérard Collomb. Là, il parle d'économie. Il parle de regard sur les législations, donc regard sur les gouvernements dans les différents pays. Et ce que je veux dire, c'est que les migrants, tout à l'heure, Madame Panot disait que je pouvais insulter l'intelligence des Français. Absolument pas. Mais je ne le fais pas non plus vis-à-vis des migrants qui je l'espère en tout cas, les concernant, se dirigent vers des pays dans lesquels ils seront les mieux à même de pouvoir être accueillis dignement et de s'intégrer. Alors, Constance Le Grip, est-ce que ce mot vous a choqué, prononcé par Gérard Collomb? Oui, parce que c'est un mot qui est d'habitude réservé à une sphère économique, commerciale, marketing, pour parler en mauvais franglais. De manière générale, quand un ministre de la République française s'exprime avec des termes anglo-saxons, je trouve ça déplacé déjà. Mais effectivement, s'agissant de population en détresse, oui, ça m'a semblé parfaitement inapproprié. Maintenant,
En même temps, si vous me permettez, bien sûr, attention, là, on va penser que vous êtes associé. Pas du tout, mais enfin, on ne peut pas se laisser totalement avoir par certaines réactions peut-être un tout petit peu trop rapides. Il y a quand même, il faut le savoir, de la part d'un certain nombre d'organisations mafieuses, des réseaux de passeurs, des réseaux de gens qui trafiquent et qui exploitent la détresse de l'être humain, des stratégies et des tactiques. Ça, ce sont des choses que disent les journalistes, que disent les sociologues. On le sait. Et donc ça, effectivement, il y a une réalité, non pas de la part des personnes en détresse, des familles, des hommes et des femmes qui partent, parce qu'ils fuient la guerre, la persécution, qu'elle soit religieuse ou d'une autre nature, mais il y a une réalité qui est celle, effectivement, de ces réseaux mafieux qui, eux, connaissent très bien les législations. Ça, c'est une réalité, ça ne sert à rien de le Damien Lempereur, sur ces mots, justement, employés par le ministre de l'Intérieur, ce mot. Oui, c'est un mot très maladroit. On parle de personnes qui, effectivement, sont dans la détresse et très souvent même dans une forme de misère humaine. Je pense que le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, était ce jour-là un petit peu à la ramasse. Pour autant, il ne faut pas que ça soit effectivement un arbre qui cache la forêt des mafias, des passeurs, qui, eux, effectivement, n'ont aucun scrupule à étudier les différentes législations et à orienter ces pauvres gens qui se trouvent instrumentalisés vers les pays où ils pourront faire le mieux leur business, qui est un business mafieux et qu'il faut lutter. Et ce n'est pas, et je conclus là-dessus, ce n'est pas en faisant croire qu'on peut accueillir tout le monde, et c'est ce que je reproche, moi, au ministre de l'Intérieur, de ne pas être assez ferme sur l'immigration. Ce n'est pas en faisant croire qu'on peut accueillir tout le monde qu'on est humaniste, puisqu'au contraire, on encourage le travail des mafias. Et un instant, dans Toutes les politiques de Gérard Collomb, Mathilde Panot. Oui, non, mais ces propos sont quand même au sommet de l'indignité. Et moi, je m'étrangle presque d'entendre dire que Gérard Collomb aurait une politique humaniste vis-à-vis des migrants. Déjà parce que son propos est d'une ignorance crasse, puisque les 80% des migrations se font dans des pays sud-sud, et notamment le Liban, peut-être ne le savez-vous pas, mais il y a un quart de sa population qui est une population immigrée. Donc le benchmarking, c'est complètement faux. Et la deuxième chose, c'est que ça s'appuie sur une thèse d'extrême droite, qui est la thèse de l'appel d'air. Or, en fait, si on n'agit pas sur les causes de l'immigration qui sont les guerres, le libre-échange qui détruisent tout, et en fait, le fait d'avoir des dispositifs qui sont beaucoup plus répressifs, la seule chose que ça change, c'est de créer plus de morts en Méditerranée, et nous en sommes déjà à 40 000. Donc à un moment, il va falloir arrêter ça, accueillir dignement les gens, et agir sur les causes qui font que les gens ne peuvent pas vivre heureux chez eux. Laetitia, viens. Non, mais je trouve, comme d'habitude, que les propos sont un peu outranciers et excessifs en face. La loi asile-immigration, vous étiez comme moi dans cette 90 jours un enfant dans un centre de rétention. Vous avez, je l'espère en tout cas, lu la totalité de ce texte. Vous avez vu que nous favorisons la réunification familiale pour les plus faibles, pour les jeunes filles, vous multipliez par 2 dans les centres de rétention. Arrêtez, cette loi est horrible, toutes les associations le disent. Je vous ai laissé aller jusqu'au fond. Vous avez vu que moi, vous savez, j'ai défendu des demandeurs d'asile. Je peux vous dire que lorsque l'on fuit des situations comme celle-ci et que l'on doit attendre 14 mois, 18 mois, 24 mois pour savoir finalement quel est son sort, eh bien, on n'est toujours pas accueilli dignement dans un pays. Et lorsque nous permettons qu'au bout de 6 mois, ces personnes puissent avoir une décision concernant leur situation, lorsque nous permettons qu'au bout de 6 mois, elles puissent travailler, eh bien oui, nous œuvrons avec humanisme. Non, je ne crois pas. Alors, Damien Lempereur. Nous ne serons jamais d'accord, mais cela va. On refait le débat sur la loi asile-immigration du début jusqu'à la fin. Mais ne vous inquiétez pas, on va pas faire ça. Non, mais vous savez, on n'a pas le temps, je crois. Non, mais surtout, je vais vous poser des questions. Vous inquiétez pas. Voilà. Mais j'aurais juste posé une question justement à Damien Lempereur. Vous dites justement cette l'attitude de Gérard Collomb envers les migrants, c'est pas assez répressif. Politique, nous, à Debout la France, on estime que la politique du gouvernement en matière d'immigration est très largement pas à la hauteur des enjeux. Les frontières nationales aujourd'hui ne sont pas contrôlées, par exemple. Et je crois, parce que c'est très bien de s'exprimer fort et avec beaucoup d'émotion dans la voix, mais je pense au contraire que ce discours que vous tenez, qui finalement consiste à faire croire qu'on pourrait toujours accueillir plus parce qu'on en aurait les moyens, et de dire, et d'accuser d'ailleurs à tort La République En Marche de reprendre des théories d'extrême droite sur l'appel d'air, je crois que c'est justement précisément ces différentes formes d'appel d'air qui font que vous avez de plus en plus de migrants qui sont utilisés par des passeurs et vous avez de plus en plus de drames en Méditerranée, et je pense que notre pays gagnerait à faire passer un message de fermeté qui ferait comprendre notamment
en Libye, les seigneurs de guerre, qui ne sert à rien d'essayer de faire venir des migrants dans d'autres pays, puisqu'ils seraient systématiquement reconduits à la frontière. Et souvent, c'est pas de leur fait. Souvent, vous savez, quand il y a des guerres, choses comme ça, vous avez beau dire, on vous accueille pas, malheureusement. Ce qui est vrai en revanche, c'est que la France a une vraie responsabilité au niveau notamment de la déstabilisation et de la destruction de l'État libyen. Et il faut bien sûr que la répression et que la politique ferme en matière d'immigration se double d'un développement de l'Afrique et d'une politique internationale enfin à la hauteur de notre pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Un mot de politique aussi, Constance Legré, à propos de Gérard Collomb. Gérard Collomb, on en parle souvent d'ailleurs sur France Info parce qu'il y a toujours une fois par semaine au moins une petite sortie. Alors on ne sait pas ce qui se passe sur les 80 km/h, là, ça soit les migrants, ça soit des manifestations, ou sur la GPA pour toutes, où il s'était opposé aussi à Marlène Schiappa. C'est le roi de la gaffe. Comment voilà, vous me demandez. Pardon. C'est la PMA. La PMA, pardon, excusez-moi. Pas confondre PMA et GPA. Merci, exactement. Pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est devenu un problème pour cette majorité, Gérard Collomb? Non, c'est une question qu'il faut poser à la majorité. Je vous pose aussi à vous, comme vous regardez. Je pense qu'il y a une distribution des rôles, que par exemple Emmanuel Macron et Gérard Collomb sont très très proches et sont alliés depuis très très longtemps, que Gérard Collomb a beaucoup aidé Emmanuel Macron, très très en amont. C'est pas qu'on lui passe tout, c'est qu'il y a une répartition des rôles. Il y a le good cop et le bad cop, c'est quelque chose que l'on connaît dans les séries policières américaines. Et donc il y a peut-être une façon d'utiliser à bon ou à mauvais escient, à certains égards, quelquefois c'est à mauvais escient, Gérard Collomb pour camper le personnage qui aurait quelque part un ethos de droite et de temps en temps lâcherait des phrases, ce qui permettrait d'emblée de voir que Emmanuel Macron et d'autres membres du gouvernement et sa majorité ont un centre de gravité plus à gauche. Voilà, je pense qu'il y a un jeu de rôle et une répartition assez cinématographique en réalité. Il n'y a pas un souci quand même avec Gérard Collomb sur les sorties en permanence, même sur d'autres sujets que les siens? Non. Absolument pas. Gérard Collomb, c'est un pilier de la République en marche. Cela a toujours été. Lorsqu'on évoquait tout à l'heure les propos sur ce mot malheureux benchmark, c'est au milieu de 2 heures de prise de parole. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pas la première fois. Ce que je veux dire, c'est que à côté de cela, Gérard Collomb est quelqu'un qui a une parole qui est forte au sein de la République en marche. Alors oui, il y a eu quelques petits mots, quelques petites paroles comme celle-ci que vous retenez, mais je peux vous dire que en tant que personne que nous entendons au quotidien, c'est quelqu'un qui porte nos valeurs pleinement et qui n'est absolument pas encombrant ou dérangeant comme vous tentez de le présenter. Allez, tout est politique, on va y revenir dans un instant pour parler notamment de l'Europe. On revient dans quelques minutes. 21h, 22h, tout est politique. Jean-Mathieu Pernin. Tout est politique jusqu'à 22h sur France Info, franceinfo.fr, également le canal 27 de la TNT et vos réactions bien sûr avec le hashtag TEP. Et ce soir, pour ce débrief de la semaine, nous recevons Laetitia Avia, députée de Paris, porte-parole de la République En Marche, également Constance Le Grip, députée des Républicains des Hauts-de-Seine, Damien Lempereur, délégué national et porte-parole de Debout la France, et Mathilde Panot, députée La France Insoumise du Val-de-Marne. Vous l'avez entendu dans les titres, ça y est, c'est sûr, il y aura donc un sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, un sommet historique. Il y aura lieu le 12 juin prochain. Et en ce moment, c'est vrai que Donald Trump, il est en pleine forme. Il n'épargne rien à personne, et notamment à nous, parce que je ne sais pas si vous savez, mais c'est la guerre. Voilà, tout simplement, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Je voulais pas affoler tout le monde avant les barbecues du week-end, mais depuis minuit, c'est plus la super entente avec les États-Unis. En cause l'augmentation des droits de douane de l'acier et de l'aluminium européen. Il s'agit d'une promesse de campagne de Donald Trump et mis à exécution. Mais pour quelles conséquences? Eh bien, avant de parler, commençons par les sanctions, justement, que souhaiterait voir appliquer l'Union européenne. Cecilia Malmström, elle est commissaire européenne au commerce. Si les acteurs de ce monde ne respectent pas les règles, alors le système risque de s'effondrer. C'est pour cela que nous portons plainte aujourd'hui contre les États-Unis et la Chine devant l'OMC. Et cela démontre que nous ne choisissons aucun camp. Nous défendons un système multilatéral pour un commerce mondial fondé sur des règles. Voilà, donc les sanctions de l'Union européenne portent plainte également devant l'OMC. Constance Le Grip, quand Angela Merkel, donc la chancelière allemande, dit que l'Union nous permettra de faire face. Quand on voit aujourd'hui l'Union européenne qui doute de beaucoup de choses, qui a des fragilités dans certains pays, est-ce que l'Union aujourd'hui est une réalité pour faire face à ce genre de guerre qui est déclarée aujourd'hui par les États-Unis? Ah oui, il me semble que l'Union européenne est la seule réponse possible. On le voit bien qu'aucun pays européen, fût-il la France, fût-il l'Allemagne, ne pourrait à lui seul espérer
tenir tête, c'est peut-être pas exactement l'expression qu'il convient, mais être crédible et pouvoir engager une politique de représailles, parce que c'est de ça qu'il s'agit, être ferme, être fort dans les mesures de représailles, de rétorsion, de sauvegarde qu'il faut mettre en place. Oui. Donc effectivement, on doit être à l'échelle d'une économie continent, comme l'est la Chine, comme l'est les États-Unis, et pour l'instant, le front européen tient et tient bon, et nous devons effectivement être très très ferme et très très fort dans la riposte graduée qui commence à se mettre en place. Damien Lempereur, la décision de Donald Trump, finalement, ce protectionnisme, ça irait dans votre sens, ce protectionnisme ? Donald Trump, il défend les intérêts de son pays, il tient ses promesses électorales, et comment lui reprocher ? Le problème, c'est que contrairement à ce qui vient d'être dit, c'est que l'Union européenne ne protège absolument rien. La preuve, on vient d'entendre Madame la commissaire nous expliquer qu'elle allait porter plainte auprès de l'OMC. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de prendre rapidement des mesures de rétorsion. Et on voit bien finalement que la fable, parce que ce que Madame Le Grip nous a expliqué, moi, ça fait, j'ai 34 ans depuis que je suis tout petit, j'entends cette fable de l'Union européenne qui va nous protéger, qui va nous permettre d'être plus forts, qui va nous permettre sortir ce discours-là, qui va nous permettre justement d'être plus efficaces dans la mondialisation. On voit bien que c'est tout l'inverse. On est en train de se faire laminer par la Chine, maintenant par les États-Unis parce qu'ils ont un président offensif. Et on voit bien que dans l'Union européenne, par exemple, les pays qui s'en sortent le mieux sont ceux qui ne respectent pas les règles de l'Union européenne, comme par exemple l'Allemagne, qui a mis en œuvre, en violation d'ailleurs, des règles communautaires et des règles de l'OMC, un certain nombre de mesures protectionnisme, parce que l'Allemagne sait protéger ses industries, ses PME, notamment en investissant et en faisant des choses qui sont totalement en violation des traités européens. Vous avez l'Allemagne qui est en violation totale de très nombreux traités européens, notamment en ce qui concerne les investissements publics, et qui se moque bien de ce que pourra dire tel ou tel commissaire européen. Donc il faut inverser. Je crois qu'il y a une petite méconnaissance de la législation allemande. Une petite méconnaissance de la législation allemande. Les gens vérifieront sur Internet. Il faut inverser le paradigme. La mondialisation, pour être efficace, il faut être indépendant et offensif. Donc pas de mondialisation, en fait. Donc pas de mondialisation, en fait. Dans la mondialisation, ne déformez pas mes propos. Dans la mondialisation, donc la guerre entre toutes les nations, chacun pour soi. Il faut être indépendant pour être offensif. Quand on est 28 pour prendre des décisions qu'on ne prend jamais, on se fait laminer. Regardez les résultats, ils sont catastrophiques économiquement. Alors on va continuer à en parler, mais Mathilde Panot, oui. Oui, non, mais ce qui est intéressant dans cet événement, c'est de voir que là, on s'offusque énormément d'une affaire qui, finalement, quand ça nous concerne, mais finalement, pour les États-Unis, ça a toujours été le libre-échange, mais pour les autres. Et ce qui est fait en ce moment avec l'Union européenne a déjà été fait avec les pays du Sud. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'ajoute sur le vieux débat entre protectionnisme usé à Trump et libéralisme à tout va, comme le fait Macron, par exemple, avec le CETA, le JEFTA, etc. C'est l'enjeu écologique. Et l'enjeu écologique dit que nous ne pouvons pas continuer le grand déménagement du monde et transporter autant de marchandises par bateau, par avion, et qu'il faut, le seul qui vaille aujourd'hui, c'est le protectionnisme solidaire, c'est-à-dire, taxer les marchandises selon qu'elles sont produites dans des conditions écologiquement et socialement responsables et relocaliser toute une partie de notre économie. Oui, mais avec ou sans l'Europe? Mais avec l'Europe, j'ai jamais dit avec l'Europe, mais pas avec l'Europe qu'on a aujourd'hui, parce que l'Europe qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas absolument pas possible. Et ce qui se passe d'ailleurs en Italie en est un exemple frappant, mais ce qui se passe aussi en Espagne, c'est qu'aujourd'hui l'Europe qui protège, qu'on nous a vendu à fond, l'Europe qui protège aujourd'hui pour les Italiens, pour les Espagnols, ça veut dire l'exil, ça veut dire le chômage, et ça veut dire l'Allemagne qui, par sa politique, en fait, est en train de détruire toutes les économies du Sud. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-Mathieu Pernin. Tout est politique. Nous parlons justement de ces sanctions commerciales des États-Unis, une hausse des tarifs douaniers concernant l'acier, également l'aluminium. Laetitia Avia, justement, est-ce que l'Europe, aujourd'hui, elle est suffisamment unie pour faire face à ce genre de choses? On va parler de l'Italie dans un instant, mais on voit une déstabilisation en Italie, on voit une fragilité en Espagne, les Britanniques prennent le large, l'Europe de l'Est aussi est populiste. On sent que ça va être difficile, l'Union, non? On sent qu'on est dans une période où, en effet, il y a, de part et d'autre de notre continent, un certain rejet de l'Europe. Et l'Europe, il faut vraiment porter une Europe forte, mais il ne faut pas être eurobéa. Il ne faut pas se dire que tout fonctionne aujourd'hui tel que cela était censé fonctionner. On le voit très bien que ce n'est pas le cas. Il faut une Europe à la fois politique, économique et citoyenne. C'est-à-dire que chaque citoyen européen doit croire en ce projet européen, sinon
on arrivera à une multiplication de ces situations qu'on ne peut que déplorer. Mais quand on voit la situation qu'on a actuellement avec les États-Unis, bien entendu, l'Europe est l'échelle nécessaire pour pouvoir peser et négocier. Et pour pouvoir aussi imposer une force de sanctions. C'est l'Europe seule, on ne peut absolument rien à cette échelle-là. Et je voudrais donc d'ailleurs juste un dernier mot pour dire que je suis ravie d'entendre que la France Insoumise soutient tout de même le projet européen, parce que moi j'ai commencé mon mandat en voyant les Insoumis demandant le rejet du drapeau européen dans l'hémicycle, ce que je trouvais particulièrement choquant. Alors une chose tout de même pour un petit point politique. Ce que je trouve choquant, c'est l'antidémocratie de l'Union européenne. Alors voilà, ça on va en parler dans un instant, mais Constance Le Grip, juste un petit point pour nos auditeurs. Quelle est la position aujourd'hui des Républicains sur l'Europe ? Bonne question. Sur l'Europe, sur la construction de l'Union européenne, nous sommes un parti résolument pro-européen. Nous faisons d'ailleurs partie d'une alliance européenne des formations politiques de la droite et du centre-droit qui s'appelle la famille du PPE, les partis populaires européens, qui portent une vision d'une Europe renouvelée, d'une Europe refondée. Est-ce qu'elle n'est pas un peu différente avec Laurent Wauquiez aujourd'hui ? Non, Laurent Wauquiez, si vous lisez ce qu'il écrit, si vous lisez ses déclarations, il va faire un premier discours sur les grands axes de la campagne électorale européenne. Alors, effectivement, la vision que nous portons, mais qui est une vision qui est très portée également en Allemagne, qui a commencé il y a plusieurs décennies de ça, est celle d'une Europe, parce que nous faisons le constat d'une Europe sur plusieurs cercles, avec un noyau dur, différents cercles, des géométries variables, des vitesses différentes. Nous faisons le constat fait dans beaucoup de pays, et d'ailleurs il suffit de voir les consultations électorales qui viennent les unes après les autres, que l'Europe telle qu'elle fonctionne, à 27 ou 28-1, ne fonctionne pas de manière satisfaisante, que par exemple, le mot de protectionnisme européen, s'agissant des échanges commerciaux, s'agissant de l'exigence de réciprocité dans les accords, s'agissant de absolument, tout cela est très constant, je dirais, dans notre film politique, et nous allons porter donc un message résolument européen, mais pour une Europe réaliste, pour une Europe qui sache savoir, qui sache défendre ses intérêts. Et donc, ça sera très loin de l'euro-béatitude. À un moment donné, en fermant les yeux et en entendant Madame Avia, j'ai cru me retrouver dans une réunion de travail des Républicains. Je partage l'idée qu'on ne peut pas être euro-béate, mais nous n'en tirons pas exactement. Non, c'est pas une alliance. Nous n'en tirons pas exactement les mêmes conclusions que Madame Avia. Propositions concrètes et réalistes. On aura un an en tout cas pour découvrir ce programme. Alors vous avez parlé d'échéances électorales et il y en a une dont on parle beaucoup en ce moment, c'est forcément en Italie, puisque ce qui se passe en Italie donne pas forcément envie d'imaginer des choses romantiques sur la Piazza Navona. Après 3 mois d'impasse politique, le nouveau chef de gouvernement, Giuseppe Conte, a donc prêté serment aujourd'hui devant le président de la République, Sergio Mattarella. Les 2 vice-premiers ministres, Luigi Di Maio, chef de file du mouvement 5 étoiles, et Matteo Salvini, chef de la Ligue, ont également prêté serment. Après lui, suivi des autres membres du gouvernement, fruit de l'union entre les 2 partis. Alors maintenant, justement, l'union, comme on dit, populiste, fait-elle rêver les autres partis populistes ou extrémistes ? Eh bien, un tout petit peu, comme on va l'entendre, avec le député du Gard, Gilbert Collard. C'est pas le programme économique qui me pose problème, pour être très franc. Hein. C'est la relation humaine. Comment ces hommes qui s'entendent, mais qui en même temps, sans avoir de grosses divergences d'opinion, hein, puisqu'ils s'accordent quand même sur un principe central qui est la lutte contre l'immigration sauvage, la suppression des lobbies immigrationnistes, dont Collomb semble un peu avoir compris qu'ils existaient. Hein. Ils ont des terrains d'entente. Bon, maintenant, quand il va falloir gérer les importances, les égos, si c'est ça va être très difficile. C'est un échec, c'est dramatique, le système va gagner. Voilà donc Gilbert Collard ce matin. Alors c'est assez marrant parce qu'il est membre maintenant d'un rassemblement national, il parle d'égo. Damien Lempereur, ce qui se passe en Italie, vous, c'est ce que vous appelez de vos voeux ? Oui, vous avez utilisé tout à l'heure le terme de déstabilisation. Oui. Moi j'étais surpris, c'est la démocratie. Et la déstabilisation, elle est venue de l'Union européenne, qui a tenté de mettre un coup d'arrêt en mettant la pression sur finalement un exercice démocratique. Alors certes, la démocratie italienne, c'est pas la nôtre. Il y a des accords, il y a un parlementarisme qui est plus important. Pour autant, je trouve très positif ce gouvernement. C'est la victoire de ce qui s'est passé dans les urnes. Et bien entendu que ce qui s'est passé en Italie démocratiquement, c'est un rejet non pas de l'Europe. Et là, je veux vous répondre à tous. Il y a un amalgame permanent, sauf au front de gauche, c'est vrai qu'il y a une analyse à la France Insoumise. Il y a un amalgame permanent qui est fait, on a vu qu'ils étaient d'accord, les Républicains et la République En Marche, entre l'Europe et l'Union européenne. Alors je ne crois pas qu'on se retrouve ensemble sur les listes. C'est un rejet de l'Union européenne, antidémocratique, technocratique, au service d'intérêts financiers. C'est un rejet, je répète donc, parce que j'ai été interrompu, c'est un rejet de l'Union européenne, antidémocratique, technocratique, au service d'intérêts financiers, mais pas un rejet de l'Europe.
Nous, à Debout la France, nous sommes profondément européens. Si nous sommes engagés comme patriotes, c'est parce que nous aimons la diversité, nous aimons que les Italiens soient italiens, que les Français soient français, les Britanniques britanniques. Cette Union européenne qui veut uniformiser, qui tire tout le monde en plus vers le bas, parce que encore si on uniformisait vers le haut, ça irait, mais qui tire tout le monde vers le bas, les Italiens, les Grecs, les Espagnols, on n'en veut plus, on n'en peut plus. Donc ce qui se passe en Italie pour nous, pour vous répondre, est oui, bien sûr, éminemment positif. Ouais, Mathilde Panot, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe en Italie, justement? Je ne vous parle pas là je vous parle clairement de ce gouvernement, pas de la décision du président en début de semaine de dire je ne nomme pas un ministre anti-européen. Ce gouvernement-là. Il y a un peu les deux. Mais la première chose sur l'alliance qui est en train de se passer en Italie, effectivement, il faut respecter le vote démocratique. Par contre, je suis extrêmement triste de voir que l'Italie est livrée à des aventuriers et des gens d'extrême droite comme seul rempart au libéralisme. Et j'aurais aimé que, comme en France, comme en Espagne, il y ait une force progressiste comme la France Insoumise, comme Podemos, qui soit là pour porter un espoir et pas cette alliance telle qu'elle existe avec ce qu'on sait sur les migrants, ce qu'on sait sur l'injustice fiscale qu'il y a dans le programme. Par contre, je voudrais quand même revenir sur la décision qui a été faite parce que ça pose quand même un énorme problème démocratique. Vous parlez donc du président qui avait au départ refusé de nommer donc le ministre économique qui était anti-euro. C'est ça. Qui avait critiqué l'euro et qui avait un plan quand même, qui avait critiqué la politique allemande. Il faut que les gouvernements dans l'Union européenne puissent critiquer l'euro, puissent critiquer la politique allemande sans avoir à devoir se démettre puisque c'est le choix qu'ont fait les Italiens. Et je rappelle que c'est quelque chose d'assez fréquent. Il y avait eu 2005 en France. Il y a eu le référendum, donc. Effectivement, où le non avait gagné, mais on nous a quand même imposé la chose. Il y avait eu Jean-Claude Juncker quand même qui, en 2015, donc qui était président de la Commission, qui avait dit il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens, et ça, c'est insupportable et ce n'est plus possible. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-Mathieu Pernin. Tout est politique jusqu'à 22h. Nous parlons de ce gouvernement donc en Italie. Vous savez, ce gouvernement associé où l'on trouve donc le mouvement 5 étoiles et la Ligue également donc d'extrême droite. Laetitia Avia, est-ce que c'est possible de travailler avec ce gouvernement, d'après vous? Vous savez, je pense que ces 3 derniers mois d'attente, d'incertitude, de balbutiement nous montrent une chose, c'est que lorsque ces partis populistes, anti-système, deviennent des partis de gouvernement, il y a cette incapacité aussi à pouvoir exercer cette fonction et à pouvoir organiser aussi l'exercice du pouvoir. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui fait qu'on y a eu autant de discussions pour pouvoir composer un gouvernement et maintenant porter un programme, parce qu'on n'est même plus dans un programme électoral, donc il faut ensemble qu'ils construisent un nouveau programme à appliquer, ce qui est quand même aussi assez exotique. Et je pense que ce qu'on a vécu la semaine dernière, ce blocage, cet état de blocage, risque peut-être de se répéter. Et forcément, moi, j'apporte toute ma sympathie et soutien à nos voisins italiens et qui ont voté pour qui ont voté, c'est le respect de la démocratie, mais qui vont connaître en effet, on le voit, des moments qui seront difficiles et pour lesquels l'Europe sera présente et les voisins européens aussi. Mais ça, c'est génial parce que c'est totalement emblématique de la République en marche. On nous explique, le gouvernement est formé depuis quelques heures, qu'il est en échec, qu'il va mal travailler et que les Italiens vont avoir des moments difficiles. Alors que ça fait 30 ans que les Italiens souffrent justement des politiques qui sont appliquées par l'Union européenne. Là, enfin une lueur d'espoir. Un gouvernement qui vient d'être nommé, on nous explique que c'est l'échec. On est dans l'inversion totale des valeurs. Est-ce que vous êtes C'est délirant. L'échec, c'est le passé. Pourquoi vous parlez de 30 ans de souffrance de l'Union européenne? C'est un gouvernement qui, apparemment, il ne sortira pas de l'Union européenne, ce gouvernement. Donc, il va rester dans l'Europe. Les politiques menées par l'Union européenne depuis maintenant, malheureusement, presque 30 ans, en tout cas plus de 20 ans, ont amené un appauvrissement qui est objectif. C'est les faits des pays du Sud, de la Grèce à l'Italie, en passant par le Portugal et l'Espagne. Et on est dans ce nivellement par le bas dont je vous parlais. Il se trouve que paradoxalement, la situation économique de l'Italie n'est pas aussi désastreuse que vous le dites, mais que par contre, la question migratoire et effectivement la pression migratoire inédite qu'a subie, c'est l'absence de solidarité des gouvernements nationaux. L'Union européenne n'a pas de vocation à ériger une politique commune d'immigration et d'asile parce que les États membres et les peuples européens ne lui ont pas dédié cette compétence-là. Effectivement, être seul face à une
pression migratoire sans précédent et ne pas pouvoir avoir un minimum de solidarité des autres pays européens, notamment des voisins, a effectivement eu les conséquences politiques que nous voyons. Damien Lempereur, après Mathilde Panot. Ouais, non, juste pour conclure, dans le bilan que je décris et dans l'espoir que je mets sur ce nouvel gouvernement, il y a évidemment notamment l'échec migratoire et pas seulement le niveau d'insécurité et tout un certain nombre. En fait, il y a très peu. Si on regarde les réussites de l'Europe, telles que Airbus, par exemple, même la fusée Ariane et tout ce qui finalement a marché et qui fait notre fierté à nous en tant qu'Européens, c'est des choses qui ont été construites avant la Commission. Avant l'Union européenne. Mais oui, il faut être un peu honnête. Citez-moi autour de la table un succès de l'Union européenne. C'est normal parce qu'aujourd'hui l'Union européenne donne de l'argent par exemple pour nos régions pour faire des chantiers. Mais non, c'est notre argent, monsieur. Pardon, monsieur Bernard. Bien sûr, il n'y a pas de trésor caché. Non, nous donnons 9 milliards de plus, pardon, que ce qu'on reçoit. On en profite également. Et même l'hier, on profite, vous savez. Ça, c'est la fable. Et même, pardon, un peu le mensonge. C'est pas une fable. Il y a un déficit. Ce qu'on reçoit, c'est les faits, c'est les chiffres. Mais on reçoit de l'argent. Non, on reçoit moins que ce qu'on donne. On reçoit moins que ce qu'on donne. On reçoit moins que ce qu'on donne. On appelle ça être contributeur net. C'est une réalité statistique, mais il ne faut pas en tirer comme conséquence que tout est à jeter par-dessus les moulins. Donc le programme officiel, c'est la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro. Ouh là là, je ne suis pas sûr qu'avec cela, vous allez faire recette. Sortir de l'euro, c'est désastreux pour le pouvoir d'achat des Français. Ouais, j'ai jamais dit ça. Dans ce cas-là, si, c'est ce que vous venez de dire. On va écouter tout le monde aussi. Mathilde Panot. C'est faux. Mathilde Panot. Non, mais moi, je ne pense pas que ce gouvernement... S'il vous plaît. Je ne pense pas que ce gouvernement en Italie soit une lueur d'espoir, bien au contraire. Je ne crois pas que l'extrême droite soit la solution. Elle ne l'a jamais été. Elle a toujours menti. D'ailleurs, sur les promesses qu'elle tenait, et on n'a qu'à voir les votes qu'a fait notamment Marine Le Pen sur les travailleurs détachés et autres. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans cette question. Vous, c'est l'extrême gauche. Par contre, non, nous ne sommes pas l'extrême gauche. Mais ça, c'est pas la question. Juste une phrase, ce serait bien. Non, mais par contre, c'est clair que l'Italie a été un cobaye de l'austérité. Et quand moi je lis dans le Spiegel, par exemple, qui compare les Italiens à des piques-assiettes, donc à un hebdomadaire allemand, et qui leur dit que qui menace ainsi ceux qui sont sommés de payer leurs dettes, au moins les clochards disent merci quand on leur donne quelque chose, qui s'appuie sur des choses absolument fausses. Quand vous regardez, les Espagnols, les Français, les Italiens travaillent plus en moyenne que les Allemands. Donc on ne peut pas continuer dans une Union européenne qui est autant antidémocratique, qui n'a aucune harmonisation ni fiscale ni sociale et qui crée absolument partout du désespoir et des gouvernements qui font malheureusement parfois le jeu de l'extrême droite. Laetitia Avia. Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de confusion et beaucoup d'amalgame là dans tout ce qui est fait, mais j'espère en tout cas dans ce cas-là, quand j'entends Mathilde Panot, qu'elle nous soutiendra dans tous ces éléments que nous porterons pour justement renforcer la fiscalité. Oui, je sais, ça vous arracherait une dent de dire que quoi que ce soit que je puisse dire puisse être entendable. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle aussi l'opposition. Oui, mais il y a un moment, on peut être constructif, on peut reconnaître un certain nombre d'éléments. Bon, il est clair que le débat européen dans notre pays reste passionnant et passionné. Merci beaucoup, en tout cas, Constance Le Grip, vous êtes députée républicain des Hauts-de-Seine. Merci beaucoup, Laetitia Avia, députée de Paris. Mathilde Panot, députée de la France Insoumise du Val-de-Marne. Et Damien Lempereur, délégué national et porte-parole de Debout la France. Merci d'être passé à Tout est politique ce soir. Allez, dans quelques minutes, eh bien, nous revenons avec sur France Info avec la suite du programme.